Ils attendent. Quoi? Perplexité. Leur nombre est difficile à évaluer. 20 à 25 millions, dit-on, qui voyagent ici et là. Pourront-ils s'installer dans les villes? Chaque Chinois a un hukou, sorte de carte d'identité qui ne lui permet de travailler que dans son lieu de résidence, dont il est quasiment impossible de changer. On a ainsi évité la formation de ces immenses zones autour des villes, plaie du monde en voie de développement. Mais si, demain, cette population d'errants atteint 80, 100 millions d'individus, comme certains l'envisagent. Nous partons. Nous quittons Pékin vers l'est, vers la mer de Chine et l'extrémité de cette immense vague pétrifiée qu'est la Grande Muraille. La Chine, 9 572 800 km², 5 400 km d'est en ouest, 3 900 du nord au sud, 25 000 km de frontières, 11 000 km de côtes, 1 milliard 100 millions d'habitants, officiellement. Un habitant de la planète sur 4 est chinois. Pays massif, pas de mer intérieure, et les fleuves coulent d'est en ouest, rendant difficile la circulation naturelle du nord au sud. Il y a beaucoup de routes, 980 000 km, mais 18% à peine peuvent supporter les poids lourds. Autant dire qu'à part quelques axes à deux voies, c'est une infinité de chemins dont il n'y a pratiquement pas de carte. Quant aux autoroutes, on n'en est encore qu'à faciliter la sortie des grandes villes. Sans son réseau de chemins de fer, 57 800 km, que serait la Chine? Pour la plus grande partie de son territoire, une juxtaposition de provinces économiquement isolées. 19% des lignes sont à double voie. Le reste est à voie unique. 11% sont électrifiés. Et pourtant, l'effort de l'État est imposant. 90% de l'investissement total en matière de transport va au rail. Quatre classes, divisées en deux catégories et qui disent bien leur nom. Assis et couché dur, c'est-à-dire à banquette de bois. Assis et couché mou, au siège rembourré. Tous les trains sont bondés. Il faut retenir ses places des semaines à l'avance. Pour ce peuple confiné à l'étroit par 26 ans de maoïsme, la libéralisation, c'est aussi une soif assouvie de voyage. Tout le monde a envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Les Chinois sont, et de loin, les premiers touristes de la Chine. On ne met pas de lange aux enfants, c'est l'usage, mais une culotte dangereusement ouverte. Les mamans chinoises s'en accommodent, et c'est le principal.
4 cuisiniers et 4 serveuses forment la brigade du restaurant, plus 4 vendeuses ambulantes. En tout, 42 employés dans un train de 14 wagons de voyageurs, dont 2 conducteurs et 2 assistants, un responsable par wagon, un radio-annonceur pour indiquer les stations et choisir la musique. Et toujours des barquettes de plats cuisinés pour la vente ambulante. Une serveuse écrit la liste des plats sur des plaquettes mobiles qui seront affichées. En fait, les Chinois mangent rarement suivant l'ordonnance d'un menu, comme nous le faisons. Ils commandent des plats dont chacun est pratiquement un repas. Le riz, qui est l'équivalent de notre pain, est servi au dernier moment. Des premières classes. Elles n'existent pas dans tous les trains. Elles sont réservées aux touristes étrangers, aux Chinois d'outre-mer particulièrement soignés car ce sont de gros investisseurs, ou bien à des fonctionnaires de haut rang. Pourtant, le terminus approche. La Grande Muraille dessine son profil crénelé au sommet de la montagne. La tête du dragon, c'est le nom de cette avancée extrême de la Grande Muraille. Le dragon, emblème de la Chine impériale, de l'empereur lui-même. Il s'agissait d'arrêter les hordes barbares qui tentaient d'envahir le pays. Un bouclier. La plaine côtière étant particulièrement vulnérable, l'ouvrage est imposant, ce qui n'exclut pas un souci d'esthétisme. Très proche, un temple. On voulait renforcer la volonté guerrière des soldats par un appel aux divinités bienfaisantes qui devaient lutter victorieusement, elles aussi, contre les esprits maléfiques venus des steppes du Nord. Puis c'est la montagne, et la Grande Muraille s'allonge à l'infini, sinueuse et puissante. En Chine, on l'appelle le long mur des 10 000 lits. Le lit faisant 500 mètres, elle aurait donc 5 000 kilomètres. Mais il vaut mieux traduire 10 000 par gigantesque, incommensurable. On devrait d'ailleurs dire les murailles, car c'est en fait un assemblage de fortifications raccordées, sans cesse effondrées, sans cesse reconstruites, du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIe siècle de notre ère. En tout, il y aurait eu 50 000 kilomètres de murailles, beaucoup plus que la circonférence de la Terre. C'est, dit-on, le seul ouvrage humain que l'on peut voir de la Lune. Hauteur moyenne, 7 à 8 mètres. Largeur du chemin de ronde, 5 à 6 mètres. Un fortin tous les 150 mètres environ, plus des tours. Il y aurait en totalité 25 000 fortins et 15 000 tours. Un système de défense très élaboré, avec ses réduits fortifiés, d'où des régiments de réserve pouvaient contre-attaquer. À son rôle défensif, il faut ajouter une importance symbolique jamais absente de la pensée chinoise. La Grande Muraille sépare le monde civilisé du monde barbare. Non seulement elle protège, mais elle marque une barrière des esprits.
D'un côté, le discipliné, le connu, le mesurable. De l'autre, l'incertain, le désordonné, l'inculte. D'un côté, les hommes, de l'autre, les sauvages. Remplit-elle sa mission? Les lignes Maginot et autres murs de l'Atlantique ont été toujours la grande illusion des faibles. Les hordes mongoles de Gengis Khan passèrent en force au début du XIIIe siècle, avant de se fondre, engloutis, digérés dans la masse. À chaque conquête, le conquérant est conquis et l'union reconstituée. Étonnante puissance de la civilisation chinoise. Union, désunion. C'est la grande hantise. Que viennent-ils chercher sur la place Tiananmen, ces hommes et ces femmes venus de tout le pays, pour assister à la cérémonie des couleurs? N'est-ce pas, au-delà de la signification idéologique du drapeau, l'espoir que l'union sera durable, que la désunion ne viendra pas troubler le quotidien? Tiananmen, la paix céleste, qui est comme le cœur de la nation, entrée du palais impérial, lieu des gigantesques rassemblements de gardes rouges. Près de nous, les événements tragiques de 1989. L'union, ce sont les grandes dynasties. Han, 3e siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle. Tang, 7e siècle, 10e siècle. Ming, 14e, 17e. Qing, 17e, 20e. La désunion, c'est l'éclatement, la fracture. Le pays est écartelé. Jacquerie, répression, famine, invasion. Et c'est toujours le peuple qui paie. Pendant la première partie de ce siècle, la désunion ravagea le pays. L'époque des seigneurs de la guerre. L'invasion japonaise. La lutte entre nationalistes et communistes, entre Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung. La dernière union en date, ce fut le 1er octobre 1949, la création de la République populaire de Chine. L'union de toujours, c'est l'invariable idéogramme de l'écriture chinoise. Le signe signifiant, unique. Le signe qui ne se conjugue pas, n'a pas de pluriel, ni de présent, ni de passé, ni de futur. Il règne. Le signe immuable, milieu. Empire, la Chine, l'empire du milieu. Au fond de la place, le mausolée de Mao Tse-tung. 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, on y fait la queue, de 8h30 à 11h du matin. Statue héroïque. Il s'agit d'exalter la mémoire de la longue marche. En 1935, 10 000 kilomètres parcourus en un an, à travers des régions hostiles, chaque jour combattant, chaque jour mourant. Une épopée grandiose. Ils partirent 100 000, 15 000 à peine arrivèrent à Yan'an. De ce réduit, Mao Tse-tung conquit le pays tout entier.
Qu'en est-il de lui aujourd'hui? Respecté, oui, mais partout on a déboulonné sa statue. Les Chinois qui aiment à faire des comptes l'ont jugé. 70% de bons, 30% de fautes, dont le grand bond en avant et la révolution culturelle. Verdict honorable, mais sans plus. Dans la sensibilité populaire, son image s'affirme. Maintenant qu'on n'a plus à le subir, il devient le père tutélaire, l'homme de l'union, de l'égalité, même si c'était au prix de la pauvreté et d'erreurs monstrueuses. Il est installé aussi au firmament troublant des divinités protectrices. Son image réapparaît, jeune combattant révolutionnaire et maître de la Chine. Un chauffeur de taxi nous dit pourquoi. Dans la ville de Canton, il y a eu à un carrefour un grand carambolage, plusieurs tués, de nombreux blessés graves. La seule voiture qui n'ait pas été accidentée arborait le portrait de Mao. Il a droit aussi de figurer sur les billets de banque, à côté de ses compagnons de la longue marche. Sous l'Ancien Régime, quiconque pouvait chaque matin coller sur cette colonne sa demande de justice. À midi, un mandarin courait la porter à l'empereur qui, paraît-il, tranchait le jour même. Vérité ou légende? En tout cas, Tiananmen apparaît vraiment comme un lieu mythologique qui rassemble les Chinois. La cité interdite. Après avoir flâné sur la place Tiananmen, on la visite. Un pèlerinage. C'était ici le centre de l'autorité impériale et la demeure du souverain, garant de l'Union. Les Chinois comprirent dès le début de notre ère que l'architecture est un élément de pouvoir. On en impose au peuple par de puissantes murailles, par des portes massives. On isole l'empereur qui devient un personnage omnipotent, mais invisible, mythique. Dans la première cour, seuls n'avaient accès que les hauts personnages. Le lion menaçant, symbole de la dynastie Ming. Sous sa patte griffue, il tient le monde. Les portes sont armées de 9 clous. Le 9 était un symbole impérial car c'est le dernier chiffre, l'ultime. Ensuite commencent les nombres. Le dragon, animal fabuleux, énigmatique. Il naît au fond des eaux, mais vit au firmament où il est apparenté à l'arc-en-ciel. Il représente les forces hostiles de la nature qui, maîtrisées par la puissance civilisatrice du souverain, devient l'empereur lui-même et se transforme en animal protecteur. Monture des immortels, des poètes, il leur permet de voyager dans l'espace cosmique. Aux éclipses, il mange la lune. Seul l'empereur avait droit de lui ajouter des yeux sur les peintures et les sculptures pour le dompter. La première cour est dédiée à la suprême harmonie. Une rivière serpente sous des ponts de marbre. Elle représente l'abondance, la vie. Pas de palais impérial qui ne soit précédé de ce symbole de fertilité. Au détour d'une cour, surprise. La musique des gardes du palais répète.
Retour à la place Tiananmen. En face, le palais de l'Assemblée du peuple, où siègent les députés. La promenade. Et l'on se rend compte du problème que pose l'enfant unique. Pas plus d'un enfant par couple, c'est ainsi. Et la fécondité est punie. Chaque enfant supplémentaire est sanctionné d'une amende, environ 10 mois de salaire et la perte d'importants avantages sociaux. Toutefois, les paysans ont droit à un second enfant, si le premier est une fille. On imagine combien l'enfant unique est gâté. On assistera bientôt à la disparition des oncles, tantes, neveux, cousines. Quel bouleversement! Et les implications sociales et économiques seront considérables. L'idée centrale est qu'un fort développement démographique dévore tout progrès matériel. Contrôler les naissances afin d'élever la qualité de la vie. Actuellement, la population augmente entre 10 et 15 millions d'individus par an. Le but, croissance zéro en l'an 2010. Paris, hasardeux. Pékin est très aéré, coupé par d'immenses avenues. Ici, le siège du comité central du Parti communiste. Un mur de mosaïque célébrant l'Union. Il s'agit des 56 nationalités composant la République populaire. Image généreuse et naïve, érigée à l'époque maoïste des lendemains qui chantent. Un des boulevards périphériques. L'agglomération de Pékin compte 11 millions d'habitants, moins que Shanghai, 13 millions. Le vélo aussi est un symbole. Longtemps objet de luxe, il fut la première promesse de la réforme, un vélo par personne. On en maintient le prix très bas, 10 à 12 journées de revenus moyens. Oh, on ne fait pas la course. Chacun roule à une allure de grand-père. C'est un moyen de se déplacer, pas plus. Dans toute la Chine, chaque avenue, presque chaque rue, a ses pistes réservées aux vélos. Le temple du ciel, articulation majeure du système impérial. En effet, seul le monarque pouvait être l'intermédiaire entre les puissances célestes et l'homme. Au temple des bonnes moissons, 2 fois l'an, au solstice, après avoir jeûné 3 jours, il priait pour que soleil et pluie harmonisent leurs bienfaits. Les 3 toits, l'un pour le ciel, l'autre pour l'empereur, le 3e pour le peuple. À l'autel du ciel, sur cette plateforme de marbre, il sacrifiait et communiquait avec les forces cosmiques. Tout ici, aussi, est symbolique. 3 étages de 9 marches, le chiffre du souverain. Neuf cercles de 9 dalles, ou de multiples de 9. Et au centre, une dalle ronde, le cercle étant le symbole du ciel lui-même. Dernière vision impériale de Pékin, le palais d'été. Tout s'amollit, noyé dans la verdure. C'est le 19e siècle. La déconfiture d'un système à bout de souffle. 1911, ce sera la République.
Ici habitait Tsui, la terrible impératrice. Ici vécut Puyi, le dernier empereur. Le voici bébé, et qui ne sort pas d'un film. Le voici adulte. Où est le fils du ciel, confiné derrière les hauts murs des palais, isolé par l'étiquette, impénétrable, puissant, car inaccessible? Devant ce dilettante, ce playboy gominé et fragile, on mesure jusqu'où s'est dévoyée l'admirable conception unitaire de l'Empire. Bientôt, tout ne sera plus que reflet. Nous partons pour Xi'an, admirer avec vous les fameuses statues de guerriers, entrées dans la légende. Le thé vert, c'est la boisson de tous les instants. On ne boit pas d'eau, mais du thé, même froid. Le thé a l'énorme avantage de n'infuser qu'à l'eau bouillie, donc nettoyée de tout microbe. C'est une garantie contre la dysenterie. En fait, les Chinois ont oublié cette raison hygiénique. Ils expliquent leur passion pour le thé vert par le goût, oublier la fadeur de l'eau. D'ailleurs, la simple eau bouillie, bue par les plus pauvres, s'appelle le thé blanc. Illusion. Wagon de la classe molle. Toute la journée, on peut voyager couché. Xi'an est une grande ville, 2,5 millions d'habitants, mais qui conserve bien peu de souvenirs de son passé glorieux. Sinon peut-être ce dragon impérial, mais qui ne sert qu'à protéger de la pluie des boutiques de fripes. Elle fut 12 fois capitale de royaume ou d'empire. Quelques monuments en attestent.
Elle garde le charme d'un rythme de vie au ralenti. Mais la nuit s'anime. Les restaurants en plein air prolifèrent. La nourriture pour les Chinois a une importance considérable. Ils mangent tout le temps. Peut-être cela vient-il d'un passé ancestral de famine à répétition. On a encore l'obsession de manquer. Il n'y a pas si longtemps, dans certaines provinces, on se saluait en demandant « Avez-vous mangé ?» Cela en dit long. L'invention des baguettes viendrait de l'époque où l'homme préhistorique maîtrisa le feu. Pour retirer la viande cuite du foyer afin de ne pas se brûler les doigts, il aurait utilisé des branches d'arbres. Et pour manger, il aurait raccourci ces branches jusqu'à la taille des baguettes actuelles. Comme les pâtes, les raviolis sont une invention chinoise. C'est Marco Polo, le célèbre voyageur vénitien, qui, au XIIIe siècle, les aurait apportés à l'Europe. La forme compte tout autant que la farce. L'esthétisme est un élément essentiel de la cuisine chinoise. Manger est un art, et le repas doit être une totalité. Se nourrir, oui, mais satisfaire les 5 sens dont la vue n'est pas le moindre. À Xi'an, c'est une spécialité. 239 sortes de raviolis, rien moins. À l'inverse de la cuisine occidentale, généralement, dans la cuisine chinoise, la préparation est longue, minutieuse, et la cuisson rapide. Cela s'accorde à la philosophie du pays. Une profonde méditation doit précéder l'action. L'esthétisme, toujours. On a poussé très loin le mélange des saveurs qui nous paraissent opposées. Pommes de terre au caramel. On les fait frire, puis on les précipite quelques secondes dans du sucre en ébullition. Le repas est un rituel. Nous sommes à Suzhou, une ville qui a conservé les subtilités de la Chine traditionnelle. D'abord, un toast d'alcool. On vide son verre, campé. Combien de plats au menu? 12 est un bon nombre, pour les 12 mois. Symbole de bon augure, on mangera toute l'année. Les saisons décoreront la table. Le bambou pour le printemps. L'orchidée chinoise pour l'été. Le chrysanthème pour l'automne. La fleur de prunier pour l'hiver. Et les grues, fidélité des convives entre eux. Avec le plat tonnerre de printemps, on satisfait le 5e sens, l'ouïe, ignorer des repas du monde entier. Un plat mystérieux et qui a une histoire. Il était une fois un jeune étudiant pauvre et si affamé qu'il vola un canard. Il l'enveloppa de feuilles de lotus pour le cacher, le ficela rapidement, puis alluma un feu pour le cuire, quand arrivèrent des cavaliers armés. Effrayé, l'étudiant recouvrit le tout de terre. Après s'être reposé, les cavaliers partirent. Très vite,
L'étudiant dégagea la terre et se rendit compte que le canard avait cuit à l'étouffer. Il allait manger quand passa l'empereur qui avait grand faim. « Je veux ton canard », dit-il à l'étudiant qui ne put que s'exécuter. Rassasié, l'empereur déclara qu'il n'avait jamais aussi bien mangé de sa vie. Il ajouta « Qui sait bien cuisiner, sait bien gouverner », et sur le champ, il nomma l'étudiant Premier ministre. À 38 km de Xi'an, sous un hangar pour les éloigner des intempéries, les guerriers de l'armée morte. Fait de terre cuite, 1 millier dégagé de la glaise. Mais des sondages pratiqués aux environs permettent d'affirmer qu'il y en a 6000 autres enterrés, tous en ordre de bataille. Mais pour combattre qui? Un soldat mort devient facilement un symbole, mais eux, c'est symboliquement déjà qu'ils sont nés. Ils avaient mission de protéger dans l'au-delà le premier empereur de Chine, Cixi Huangdi, l'unificateur. Cela se passait en 219 avant Jésus-Christ. Autocrate inflexible, cet empereur mit fin au féodalisme, unifia les poids et mesures, normalisa l'écriture. Il réunit les fortifications éparses et fonda ainsi la Grande Muraille. Despote éclairé, mais aussi vindicatif et cruel, il pensait que l'homme était fondamentalement mauvais et qu'il était dangereux pour l'État qu'il pense. Donc, pas besoin de livres. On les brûla. Et on enterra vivants par centaines les lettrés. La terre les enfouit jusqu'à l'oubli total. Pendant plus de 2000 ans, personne ne se souvint de cette armée souterraine. Mais en 1974, un paysan qui creusait un puits, d'un coup de pioche, dégagea une tête. Était-elle armée, cette phalange de l'ombre? On le croit, car on a retrouvé quelques fers de lance, quelques arbalètes, pas plus. C'est que cette étrange caserne aurait été pillée par un général rebelle dans les années troubles qui suivirent la mort de l'empereur. On est saisi par les alignements, par le nombre. Les 7000 guerriers font songer aux 10 000 lits, longueur démesurée de la Grande Muraille. Quelle obsession de grandeur lorsqu'on sait que le même homme est l'auteur de ces deux œuvres fabuleuses, l'une si fragile, l'autre impérissable. Leur taille, entre 1,75 m et 1,98 m, beaucoup plus grand que n'était la moyenne des Chinois de l'époque. Les chevaux font 1,30 m au garrot, chevaux des steppes, aux larges naseaux, aux poumons puissants pour parcourir de longues distances. Ils étaient peints. Les uniformes de l'époque étaient de vives couleurs. On les reproduisait sur les statues. On pense qu'une véritable industrie fut créée pour cette réalisation qui dépasse l'imagination. Des ateliers moulaient les corps, d'autres les bras et les jambes, d'autres les têtes. Quel modernisme dans la méthode! Et souvenons-nous que nous sommes en 220 avant Jésus-Christ. Aux têtes standardisées, on ajoutait les détails du visage pour les personnaliser. Ce ne sont pas des automates, ce sont des guerriers calmes, résolus, fermes, courageux, prêts à obéir aux ordres du puissant empereur dans l'au-delà. Au-delà de ces montagnes, la Mongolie, les steppes. C'est dans cette région que les cavaliers nomades déferlaient, avides de riches cultures, fondant des dynasties éphémères, créant la désunion. Datong, la ville vers laquelle nous roulons, fut la capitale d'un de ces empires barbares, et Wei.
Datong, c'est aussi le centre d'un puissant bassin charbonnier, l'un des premiers du monde. Ce bassin fournit 30% de la production totale d'énergie du pays. C'est ici le dépôt central de ce qui fut le marché du siècle pour la société française Alstom. 300 motrices en un seul contrat. Elles sont utilisées 2 par 2 pour tirer des convois de charbon de 6000 tonnes. Vitesse maximum, 108 km à l'heure, ce qui est bien suffisant pour les trains de minerai. La collaboration franco-chinoise a été très poussée. 100 Européens séjournèrent en Chine. 200 Chinois vinrent en France. La première locomotive livrée a parcouru plus d'1 million de kilomètres. L'ensemble du parc, 100 millions de kilomètres. Tout à côté, des machines précieuses, car rarissimes aujourd'hui. Regardez-les bien, ces monstres qui font rêver l'enfant que chacun de nous porte en lui. Regardez-les bien, car ils vont disparaître. Depuis 1988, on n'en construit plus, et plus aucune de ces locomotives n'assure le trafic des grandes lignes. Elles ne sont plus utilisées que sur des lignes secondaires, ou bien pour la manœuvre, ou, comme ici, pour conduire les convois de charbon jusqu'au départ. Les ouvriers du dépôt les soignent avec amour. Ils savent qu'elles vont mourir. C'est la loi de la productivité qu'on appelle progrès. Mais ils veulent qu'elles meurent debout, toujours puissantes, toujours admirables. À Datong, la dynastie des Wei a laissé de superbes empreintes, un ensemble de remarquables sculptures dans les grottes de Yungang. Nous sommes au 5e siècle. Le bouddhisme Wei est jeune. Il semble ne pas avoir encore parfaitement assimilé la douceur de la doctrine et ses subtiles résonances. C'est un art plein de rudesse, abrupt, un art de néophyte. Le sculpteur semble surpris par la grandeur de sa tâche. Il ne sait pas très bien maîtriser le sourire du bienheureux. Mais quelle grandeur farouche dans l'affirmation de la foi naissante. Une évolution s'est produite au début du VIe siècle. Le style s'est affiné. L'ineffable apparaît sur les visages.
et la compassion du sage pour les souffrances de l'espèce humaine, une des thèses fondamentales du bouddhisme. Les travaux s'arrêtèrent en 525. Ils avaient duré une soixantaine d'années. Les Wei avaient poursuivi leur conquête vers le sud et changé de capitale. Ils furent bientôt renversés par une autre dynastie, mais ils avaient les premiers officialisé le bouddhisme en Chine. Du bouddhisme de pierre au bouddhisme vivant. Il est renaissant, et avec quelle vitalité. Cette pagode de Limginsi à Hangzhou est l'une des plus anciennes de Chine. Elle fut fondée en 326 par un moine à son retour de l'Inde où le bouddhisme prit naissance. Maintes fois détruite, maintes fois reconstruite. Les gouvernements chinois ont toujours été perplexes devant le bouddhisme. Cette philosophie devenue religion les gênait, car elle était d'origine étrangère. Mais le peuple s'enthousiasmait. Cette doctrine de la douceur était pour lui un refuge à la dureté des temps. Les gardes rouges se sont particulièrement acharnés contre les pagodes. Interdiction de l'enseignement, fermeture, destruction des objets de culte. Cette statue est neuve. L'original fut brûlé au temps de la révolution culturelle. Le culte de Bouddha, à l'origine si austère, s'est humanisé d'une foule de superstitions. On honore les gardiens du ciel, génies bénéfiques contrairement aux apparences, car ils épouvantent les esprits destructeurs et protègent le Bouddha en méditation. On apprend le rituel à un petit garçon. La Chine deviendrait-elle spiritualiste? Non. Les Chinois restent très attachés aux réalités matérielles. Mais une page est tournée. Le maoïsme n'aurait-il été qu'une parenthèse dans l'histoire millénaire de la Chine? Nous allons voir que bien d'autres traditions renaissent. Car le voyage continue. Nous roulons vers le sud où nous allons découvrir d'autres façons d'être chinois.